Cube Radio. J'ai passé pas mal de temps dans les dernières années à essayer de comprendre ce qui s'est passé le 4 décembre 2014. Ce jour-là, il y avait une panne d'électricité majeure dans la région de Montréal. On n'avait jamais vu ça, hein? Le réseau d'Hydro-Québec qui plante puis qui plonge 180 000 foyers dans le noir en plein hiver, c'était pas normal. On a frôlé la panne totale, sans raison apparente. Puis s'en est suivi une longue enquête puis un long procès pour faire accuser un seul homme. Contrairement à plein d'autres enquêtes que j'ai pu mener comme journaliste, la difficulté ici, c'est que la majorité des faits liés au crime sont secrets. Secrets comme vraiment secrets. Comme dans Secret Défense. Alors, Michel, c'est la plus importante poursuite de la société d'État contre un seul individu. Eh bien, Pierre, vous voyez le montant 28 millions de dollars. À notre connaissance, jamais la société d'État a poursuivi un individu, pas une compagnie, un individu pour un tel montant. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en décembre 2018, 4 ans après le crime, le pilote Normand Dubé a été condamné à 7 ans de prison pour avoir saboté les lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Ça a coûté 28,6 millions de dollars à la société d'État. Et encore aujourd'hui, Normand Dubé continue de clamer son innocence. Normand Dubé, rappelons-le, fait aussi l'objet d'un procès ou d'une poursuite au criminel, notamment avec cette panne. Et cette panne, enfin ce procès, est l'objet d'une ordonnance de non-publication. Pour ce qui est du procès, il a été fait sous ordonnance de non-publication et à huis clos. Puis ça, c'est vraiment un gros deal. Pourquoi? Parce que le crime de Normand Dubé est considéré comme tellement dangereux pour la sécurité nationale qu'on veut s'assurer que vous sachiez jamais comment il l'a fait. Vous écoutez Par pure vengeance. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Épisode 1, La Maison des Fous. C'est où? C'est dans le Vieux-Montréal, la cour d'appel? Oui, la cour d'appel est dans le Vieux-Montréal, tout près du palais de justice de Montréal. Ça fait longtemps que je suis pas allée à la cour d'appel. Quand j'ai couvert l'histoire en 2018 pour un documentaire vidéo, j'avais l'impression de vivre dans la maison des fous. Et puis là, on est 4 ans plus tard, puis on reprend l'enquête. Avec ma réalisatrice, on est allé consulter des documents à la cour d'appel. Puis à ce moment-là, je me suis sincèrement demandé pourquoi je m'infligeais ça encore une fois. Il y a tellement de documents, il y a tellement de paperasse, tellement d'interdictions, de non-publication. Ouais, c'est la maison des fous. Parce que je dois savoir ce que j'ai le droit de dire ou pas le droit de dire, tu sais. Et il suffit qu'il y ait un détail qui est en non-pub qu'on décide de révéler, ben on peut se retrouver avec une poursuite. Ce que ça veut dire, c'est que même si je sais comment le crime a été commis, je pourrais jamais vous le dire. Je l'ai appris comme ça, par des gens qui ont travaillé sur le dossier. Puis d'ailleurs, là, je marche sur des œufs en vous parlant de ça. Comme en ce moment, je dois toujours choisir mes mots, mes tournures de phrases. Hier, je me suis demandé pourquoi je m'étais embarquée là-dedans. Pourquoi je m'étais embarquée à nouveau là-dedans. Pour vrai, je me suis demandé. Ouais. C'est quoi la réponse? C'est comme lire un premier chapitre de livre, termine sur un suspense, puis que t'as envie de lire le deuxième tout de suite. Tu sais, t'écoutes une série, puis là, tu te dis, ah mon Dieu, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant que la deuxième saison arrive. Ben moi, j'attends la deuxième saison depuis vraiment très longtemps. Qui a menti? Qui a dit la vérité? Qui cache des choses? Puis on me pose tellement souvent la question, puis j'ai pas la réponse, puis ça me dérange. Normand Dubé a été reconnu coupable des méfaits sur les lignes d'Hydro-Québec. C'est un procès que j'ai couvert. J'ai écrit des articles dans le Journal de Montréal, puis j'ai fait un documentaire vidéo en 2018. Mais après ça, il s'est passé beaucoup de choses.
Normand Dubé a subi un autre procès, mais cette fois-là pour harcèlement et incendie criminel. Une histoire qui glace le sang. Il a aussi été condamné pour ce dossier-là. On va revenir sur les 2 procès, sur toute l'affaire dans les détails. Comptez sur moi. Mais on va aussi revenir sur sa cavale. Parce qu'il me l'a raconté au téléphone de la prison. Ben oui, quelque temps après ses verdicts de culpabilité, il a pris la fuite. Une cavale, je vous le disais, c'est une histoire de fou, de 6 semaines à la fin de 2020. Il est devenu l'un des 10 criminels les plus recherchés du Québec. Après avoir entendu tout ça, on peut juste se demander si Normand Dubé est aussi dangereux qu'on le dit. Et se demander, est-ce que tous les éléments pointent vers lui? Est-ce qu'il y a des éléments que je pourrais rapporter cette fois-ci, là, après 2 procès et 4 ans d'enquête qui nous permettraient de mieux comprendre ce qui se serait passé? Et puis surtout, comment ça se fait qu'il clame toujours son innocence? Si on veut bien comprendre toute l'histoire, faut commencer par le début. Le fameux jour du 4 décembre 2014. Ce jour-là, le journaliste Maxime Landry était en ondes à la chaîne de nouvelles en continu LCN. Maintenant, il est producteur exécutif à TVA Nouvelles, mais à l'époque, en 2014, il était reporter. À cette période-là, je travaillais, c'était un nouveau mandat. On avait décidé de refaire une refonte du TVA 22h et moi, j'étais un peu le sidekick de Sophie Thibault. Donc, c'est moi qui présentais les nouvelles du jour. J'étais en train de préparer mes trucs pour le 22h et survient en milieu d'après-midi panne d'électricité, comme ça arrive parfois, mais bizarrement, cela semblait majeur. 16h01, Julie. Donc, c'est une nouvelle qui touche beaucoup de gens à la maison en ce moment. Oui, on va aller retrouver tout de suite Maxime Landry. 125 000 abonnés, en fait, qui seraient privés de courant actuellement. Montréal, Laval, les environs. Une panne majeure et pour l'instant, Hydro-Québec n'est pas en mesure de préciser quand le courant pourra être rétabli. Évidemment, à 16h01, conséquence immédiate sur... Premier réflexe dans ce temps-là, évidemment, comme journaliste, c'est d'aller voir l'outil d'Hydro-Québec, Infopanne. Et là, on se rend compte que OK, ouais, c'est pas juste une panne de quartier, c'est pas juste une panne de secteur, c'est une panne vraiment importante. Moi, j'embarque au tableau interactif pour expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est, parce qu'on sent que la nouvelle est en évolution. Bizarrement, on va voir des pannes de cette ampleur-là quand il y a du verglas, quand il y a des tempêtes de vent, quand il y a quelque chose de particulier, disons, atmosphérique. Là, il y avait rien de ça. C'était une journée bien tranquille, bien normale, et tout d'un coup, le centre-ville de Montréal tombe en panne. On apprend que le CUSUM manque d'électricité, des gros clients, là, alors que ce sont supposés être des clients prioritaires. Évidemment, un coup de fil chez Hydro-Québec, pas de réponse. Deuxième coup de fil, pas de réponse. Donc, on y va avec les informations très, très factuelles qu'on a. On essaie d'en savoir plus du côté d'Hydro-Québec, mais chose certaine, la perte de 2 lignes de transport telles que précisées par Hydro-Québec, c'est majeur, c'est important. Il y aura certainement des questions qui seront posées. On suit ça en direct avec vous de minute en minute. Merci, Maxime, à tantôt. La panne a duré une bonne partie de l'après-midi et en soirée. Environ 180 000 foyers ont manqué d'électricité. Des milliers de clients ont pu retrouver le courant seulement le lendemain. Et c'est aussi seulement le lendemain qu'Hydro-Québec est enfin sorti dans les médias. À un moment donné, Hydro a fini par répondre, finalement. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a des gens que tu talonnes quand t'es journaliste parce que tu sais que l'information, ça va être dur à avoir. Talonner Hydro-Québec, honnêtement, l'équipe média qu'ils ont, c'est pas habituel, là. Donc, quand ils ont fini par répondre puis nous expliquer un peu la situation, tu sentais qu'eux autres aussi, il y avait un sérieux flou artistique, là, qui avait fait du délestage. Tu sais, tu sentais là, comme s'il y avait eu là, 10 mm de verglas. Tu dis, mais voyons, ça marche pas, ça colle pas. Là. Et quand ils nous disent, ouais, on a perdu des lignes 735 kV, c'est sous investigation. Là, tu dis, OK, c'est la colonne vertébrale du réseau qui est ébranlée. Là. C'est majeur. Quand tes lignes de transport qui partent de la baie James, qui partent de la Manic, qui achemine ton courant vers les grands centres, commence à flancher, ça va pas bien. Là. Puis là, on parle des infrastructures vitales. L'eau, transport, santé. Le Québec détient 9 lignes cruciales à haute tension pour alimenter une grande partie de la population. Okay? Et ce jour-là, 2 des 9 sont touchés. Pour éviter que le système craque puis qu'on se retrouve avec une panne provinciale, on a dû faire du délestage.
En gros, là, on a coupé le courant. Des milliers de clients, dont le centre de répartition de la police de Laval puis le centre universitaire de santé McGill, le CUSUM, ont été privés d'électricité. Hier, en fin d'après-midi, il n'y avait pas d'électricité chez nous. J'ai compris que j'étais pas le seul. Pour faire le point sur la situation, Nathalie Vachon, porte-parole d'Hydro-Québec. Bonjour. Bonjour, M. Simon. La source du problème, là, on a vu sur Twitter le compte d'Hydro qui disait la source est dans le Grand Nord, sur les grandes lignes à haute tension. En fait, effectivement, il y a 2 lignes à haute tension là, en provenance de la baie James qui alimentent le sud du Québec qui sont indisponibles pour le moment. Qui sont indisponibles, ça veut dire quoi ce mot-là? C'est qu'on ne connaît pas encore la cause. Il y a eu hier, vers 15 heures, des mécanismes de protection qui se sont déclenchés. Donc des breakers qui ont sauté dans le langage de tout le monde, ni plus ni moins. Exactement, ça ressemble au disjoncteur qu'on a à la maison, puis pour protéger le réseau, ces mécanismes-là sont mis en place. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces mécanismes-là ont fonctionné hier vers 15 heures. Vous nous avez bien expliqué que les causes sont inconnues, donc je suppose que les experts vont aller là-bas et voir qu'est-ce qui a pu se passer avec ces lignes-là. Ils sont là-bas depuis hier soir. Ils sont là-bas depuis hier, mais bon, on comprend que le territoire est grand, c'est pas toujours facile de se rendre. Le territoire est grand, c'est arrivé en fin de journée. L'obscurité nous a pas aidés parce qu'évidemment, il faut faire une inspection de ces lignes-là, des équipements. Okay. Je me souviens des entrevues qu'il y a eu après la panne. Hydro-Québec sort dans les médias, essaie d'expliquer c'est quoi le délestage, essaie d'expliquer qu'est-ce qui s'est produit sans vraiment avoir de réponse. On sentait comme un vent de panique parce que là, on s'attaquait un peu aussi à la fiabilité du réseau, non? Ben oui, parce que on le voit encore ces jours-ci, Hydro-Québec veut s'établir comme le chef de file de la production énergétique verte. On signe des gros partenariats avec les États-Unis. Si ton futur client, il te regarde en disant « Pourquoi vous avez manqué de courant par une belle journée à moitié ensoleillée? » Ça entache ta réputation. Ça paraît mal. La panne a eu un impact majeur dans les réseaux voisins du Québec. Hydro-Québec a annulé pour 4000 mégawatts d'exportation vers la Nouvelle-Angleterre, l'Ontario et l'État de New York, soit presque l'équivalent de la consommation de 2 villes comme Québec. Tous ces réseaux-là ont dû entamer leur réserve d'exploitation, leur marge d'urgence. Il y a aussi du courant qu'on n'a pas pu donner aux États-Unis, en Ontario, au Maine notamment. Ça nous a coûté cher, ça. Non seulement on n'a pas pu en donner, mais il a fallu en acheter. Il fallait aller cogner à la porte des voisins en disant « On est un petit peu dans le trouble, pourriez-vous, s'il vous plaît, justement, allumer l'interrupteur puis nous acheminer du courant? » Puis ça, quand tu regardes justement les états de fait d'Hydro, ça a coûté une fortune. Là. Ils ont même, je pense, de mémoire, parti la vieille centrale de Bécancour, vieille centrale au mazout. Là, Hydro-Québec, la fière, verte, est obligée de partir avec la grosse cheminée puis la grosse boucane noire. Pas sûr que c'est la meilleure image. Comme le dit Maxime Landry, la Société d'État a dû utiliser la centrale au mazout de Bécancour. Une vieille centrale réservée aux situations exceptionnelles parce qu'elle coûte très cher à faire fonctionner. Puis aussi, Hydro-Québec a dû demander à des grandes entreprises de suspendre temporairement leur consommation. La panne du 4 décembre a coûté vraiment très cher. Comme on l'a dit, près de 30 millions de dollars à cause des revenus d'exportation qu'on a perdus, puis parce qu'on a dû acheter et importer de l'énergie d'urgence. Mais dans cet énorme montant-là, il y a aussi les enquêtes et les patrouilles sur le terrain. Ils ont vraiment mis le paquet pour comprendre comment ça s'est produit. Puis là, on y arrive. Comment ça a eu lieu? Comment la police a pu comprendre ce qui a paralysé une partie du réseau électrique d'Hydro-Québec pendant plus de 24 heures? C'est une histoire folle, je vous le dis. Puis je suis pas la seule à le penser. Écoute, avec le recul, c'est certain que cette histoire-là reste pour moi, dans la carrière de journaliste, là, je pense qu'on couvre toutes sortes d'histoires. Mais celle-là reste marquante parce que c'est une série d'événements puis rocambolesques, vraiment. Bonjour. J'ai une rencontre avec Martin Bouchard. OK. Vous avez avisé que vous êtes arrivé? Oui. Je viens de le texter. D'accord, venez vous chercher? Il m'a pas dit qu'il venait nous chercher, mais... normalement, d'une organisation policière? Non, moi, je suis journaliste. Ah, OK. On est une entrevue. Bon, normalement, juste à temps, ils vont venir vous chercher. Pas de problème, merci beaucoup. Avec ma réalisatrice, on est allé dans les bureaux de la Sûreté du Québec de Mascouche-Terrebonne pour rencontrer le lieutenant Martin Bouchard. Allô, allô? Bon matin. Bonjour.
Comment allez-vous? Le lieutenant Martin Bouchard est le responsable de la division des crimes majeurs à Mascouche. En fait, c'est une des personnes qui connaît le mieux le dossier de Normand Dubé. On a devant nous un grand gars de 6 pieds 1 aux épaules larges. Il porte son habit officiel de la Sûreté du Québec de couleur beige et vert. Ce qui est bizarre pour moi parce qu'à la cour, il était pas habillé comme ça. Martin Bouchard va prendre sa retraite en 2023 à l'âge de 52 ans. C'est jeune. On fait souvent des blagues sur son avenir. Il me répète qu'il va venir travailler avec moi au bureau d'enquête de Québécois comme journaliste. Combien d'années de service? Non, je te dirais, je suis dans ma 30e année. Ce gars-là a travaillé pendant des années sur l'enquête en collaboration avec le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales. Dans le dossier, son équipe a travaillé avec le procureur de la Couronne, Maître Baribeau, qui représente l'État, donc Hydro-Québec au procès sur le sabotage des lignes. Très bien. Fait que on va pouvoir avoir quand même de l'espace. Parfait, ça. C'est bon pour toi? OK, parfait. Des fois, je m'accroche, je reprends ma question, tu reprends ta réponse, c'est pas de problème. Ah, c'est pas facile. C'est super facile, tu vas voir. Un coup qu'on parle, là, Non, on mais fait de juste pas dire certains mots. Oui, mais je suis là aussi. Comme tu sais, je connais très bien ce dossier-là. Au bout des doigts, j'ai tout révisé mes notes. Ça va bien. Et il faut le dire encore, là, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est un dossier très costaud, puis Hydro-Québec et la police ont mené une enquête très complexe. Je vous dirais que le dossier d'Hydro-Québec, c'est un casse-tête. C'est un méga gros casse-tête. Ou un méga gros casse-tête. Où est-ce qu'on a pu, au fil des jours, des semaines et des mois, mettre des pièces de casse-tête un après l'autre pour arriver à la fin avec un casse-tête complet. Mais vraiment complet. Parce que nous, on enquête un méfait qui est commis chez Hydro-Québec. On ne connaît pas le fonctionnement d'Hydro-Québec. Donc, on s'est joint avec des enquêteurs d'Hydro-Québec, avec des ingénieurs, des chercheurs. Pendant 4 ans, de 2014 à 2018, en fait jusqu'au procès, il n'a pas ménagé les heures et il a usé d'un nombre impressionnant de techniques d'enquête pour mettre les morceaux en place. Est-ce que le casse-tête est vraiment complet? Ça, on va avoir l'occasion d'y revenir. Mais avant de revenir sur l'enquête de la SQ avec le lieutenant Martin Bouchard, je dois vous parler d'un événement qui a tout changé. Sans cette coïncidence-là, le crime aurait été parfait. Et l'histoire se serait possiblement arrêtée ici. Qui sait? La première pièce du casse-tête, c'est 2 bûcherons, des travailleurs forestiers. Ils travaillaient proche des pylônes électriques à Mirabel le 4 décembre 2014. Vers 15 heures, un des 2 bûcherons a aperçu un petit avion blanc passer au-dessus des lignes à haute tension. Puis là, après le passage de l'avion, il a entendu 3 détonations, il a vu 3 lumières bleues, suivies d'un nuage de poussière de rouille. Ça, c'est selon les documents de la cour. Mon collègue, le journaliste Maxime Landry, il se rappelle bien de cette histoire-là. C'est difficile à oublier. Il y a 2 gars, 2 bûcherons, des travailleurs forestiers. Eux autres voient un avion passer, puis ils voient des gros flashs bleus après. Oui, il y a un des bûcherons. Il y a Benjamin Goyette qui a vu l'avion passer au-dessus de lui. Il a entendu des détonations, il a vu des lumières bleues, et son collègue aussi a entendu des choses. Puis c'est comme ça qu'ils ont pu remonter jusqu'à Normand. Oui. Donc, pas de bûcheron, pas de procès. Pas de bûcheron, pas de procès, pas de preuves. Sans les travailleurs forestiers qui coupent du bois à cet endroit précis-là, à cette heure précise-là, on n'aurait peut-être jamais su que c'était un sabotage. Ou à tout de moins, on n'aurait jamais su que le crime a été fait avec un avion. Puis ils ont failli l'échapper. Les policiers ont failli l'échapper là-dessus parce que, souviens-toi, les travailleurs forestiers en question ont appelé au départ en disant « Hey, il y a quelque chose de pas normal, on vient de voir des flashs, puis... » Tu sais, j'imagine le bruit que ça fait, une ligne 735 kV, quand ça déclenche, là, c'est pas ta prise électrique avec ton disjoncteur chez vous qui saute, là. Et leur plainte n'a pas été prise au sérieux. Il n'y a pas eu de suite. Et les gars ont fait bon, tant pis, tu sais. Puis c'est après coup, par un hasard, demande-moi pas comment, mais ils croisent une patrouille d'Hydro-Québec, des enquêteurs sur le terrain. Puis ils disent « Hey, ben oui, vous êtes là pour ça. Hey, on a appelé nous autres, puis il n'y a jamais rien eu, jamais eu de suite. » Imagine ça à la face de l'enquêteur d'Hydro-Québec. Ah ouais? Vous avez appelé? Ah non, la surprise, là. Écoute, jackpot, là.
jackpot, mais après ça aussi, il faut que tu aies quelque chose d'une déposition, puis encore là, il y a eu des bugs là, dans la déposition. Dans la déposition, parce que Benjamin Goyette s'est trompé dans la date. Majeur. Ça, c'est majeur. Et il a dit que il avait vu un avion le 26 novembre environ, au lieu du 4 décembre. Puis finalement, c'est quelques jours plus tard, en regardant son relevé d'appel, qu'il s'est rendu compte que, non, c'est le 4 décembre parce qu'on a appelé le 5, les deux ensemble. Mais ça, par exemple, ça paraît mal. Ben oui, quand tu sais que une bataille judiciaire devant le juge, tout se joue sur les détails, puis on va attaquer la crédibilité, puis on va là-dessus, tu sais, en trouvant les failles. Puis là, c'était une grosse faille. Là. Mais il n'y a pas juste ça. Le processus de déposition de Benjamin Goyette, le travailleur forestier, est pas mal inusité. Au départ, les policiers ont procédé à une entrevue cognitive. Ça, c'est une méthode où on interroge des témoins et des victimes sur ce qu'ils se souviennent d'une scène de crime, par exemple. Ça, c'est une procédure habituelle. Mais dans ce dossier-là, ce qui est étonnant, ou bizarre, c'est qu'après l'entrevue cognitive, les policiers ont décidé de faire une autre entrevue, mais cette fois sous hypnose, parce qu'ils voulaient que Benjamin Goyette donne plus de détails sur l'avion, entre autres. Ça, c'est loin d'être habituel. Vraiment pas même. Au moment du procès, l'avocat de Normand Dubé s'est battu pour faire rejeter les 2 entrevues du témoin. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, là, c'est que l'hypnose, c'est pas une technique reconnue. Même un psychiatre que j'avais rencontré m'avait dit que c'était pas valable, l'hypnose en cours. La police devait savoir ça. Utiliser l'hypnose alors que c'est pas reconnu, ça démontre seulement à quel point la police était avide ou même peut-être désespérée d'avoir encore plus d'infos à ce moment-là de l'enquête. Et le fait d'avoir utilisé l'hypnose, là, ça aurait pu faire déraper toute l'affaire. Premièrement, le juge aurait pu refuser l'entrevue cognitive et l'hypnose parce qu'elles ont été faites la même journée. Deuxièmement, en ayant eu recours à l'hypnose, la défense ne peut plus interroger le bûcheron. Parce que l'hypnose, selon les spécialistes, ça contamine le témoin. Ce que ça veut dire, c'est que celui qui l'interroge là, peut suggérer des images ou des idées qui peuvent déformer ses souvenirs. Donc, le bûcheron était contaminé. On pouvait plus l'interroger à nouveau à cause de ça. En gros, tout ça était très fragile. Et puis rappelez-vous, pas de témoignage de bûcheron accepté en cours, pas de preuves, pas de procès. L'enjeu était énorme. Finalement, au procès, la couronne a eu la chance de son côté. L'entrevue sous hypnose a été rejetée par le juge et la première entrevue a été retenue en cours. Ça, c'est l'entretien cognitif fait par les policiers avant de mettre le témoin sous hypnose. Donc, le témoignage du travailleur forestier a été accepté comme preuve. Mais ça a passé à un cheveu. Cube Radio et le bureau d'enquête de Québecor vous présentent le Casanova de Montréal. Portrait d'un homme qui semble prêt à tout pour assouvir son besoin pressant d'argent. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'il collectait les huissiers à sa porte, comme nous, on change de paire de culottes. Dans ce podcast, je vous présente les histoires de ces femmes au cœur brisé, de ces familles ruinées, de ces partenaires d'affaires qui se disent floués. Il laisse vraiment des loques humaines. I would have done anything for him. J'aurais tout fait pour lui et il m'a détruite. La série est disponible dans la section balado de l'application et sur le site web de Cube Radio ou sur toutes les autres plateformes de balado. He needs to be stopped. Le Casanova de Montréal a été nommé au Canadian Online Publishing Awards en 2020, ainsi qu'au Digital Publishing Awards et au Prix Numix en 2021. Mais là, revenons au jour où les patrouilleurs d'Hydro-Québec ont croisé les bûcherons proches des lignes qui ont été sabotées à Mirabel. Après ça, le travail des enquêteurs et de la police était loin d'être simple. T'sais, ils ont commencé par essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé ces lignes. Ils ont trouvé des choses sous les lignes. C'est des éléments tangibles. Les choses qu'ils ont trouvées sous les lignes, c'est l'objet dont on ne peut absolument pas parler. Maintenant, comment ces choses-là se sont retrouvées là? Les enquêteurs avaient encore beaucoup de pain sur la planche. Ce qui fait qu'Hydro-Québec a demandé l'aide du lieutenant Martin Bouchard de la SQ.
On a de bonnes chances de croire qu'il y a un avion qui a passé puis que c'est cet avion-là qui a saboté les lignes. Donc là, on arrive avec un mandat. Oui. Puis on demande toute l'information. On demande toute l'information de vol. Mandat en main, les policiers ont obtenu chez NAV Canada le trajet complet d'un appareil. NAV Canada, c'est une entreprise privée qui gère le trafic aérien au pays. Voici l'itinéraire de l'appareil. Le 4 décembre 2014, à 13h55, un avion décolle d'une piste à Sainte-Anne-des-Plaines et se dirige vers l'aéroport de Joliette. L'avion se pose et redécolle de l'aéroport environ 6 minutes plus tard. Et là, on voit qu'il se dirige vers le sud. Vers 15h05, l'appareil survole les lignes électriques à Mirabel qui se déclenchent environ 15 secondes après son passage puis cause une panne. C'est à ce moment-là que le bûcheron Benjamin Goyette voit l'avion passer au-dessus des lignes. À 15h21, l'appareil passe au-dessus des lignes à Bronxburg-Chatham, mais il n'y a aucun déclenchement de ligne à ce moment-là. La panne survient à 4h du matin, soit dans la nuit du 4 au 5 décembre. Ensuite, à 15h31, l'avion survole une autre ligne. Cette fois-là, à Wentworth. Une panne survient 15 secondes après qu'il soit passé par là. Et finalement, à 15h44, l'avion se pose sur la même piste qu'au décollage à Sainte-Anne-des-Plaines. En résumé, 2 pannes ont eu lieu au moment du passage de l'avion et la 3e près de 13 heures plus tard. Après avoir obtenu le trajet, la police s'est rendue à l'endroit où l'appareil a atterri et décollé. Ils ont vu un avion qui était stationné et ils ont pris l'immatriculation en note. Et c'est qui le propriétaire? C'est Normand Dubé. Et la police a réussi à se faire confirmer qu'il utilisait la piste. Avec ces informations-là, la SQ est allée chercher un second mandat pour obtenir une preuve supplémentaire. Donc, on regarde nos registres et on est en mesure de confirmer que le téléphone de M. Dubé se déplace aux mêmes endroits et au même moment que l'appareil sur les radars de NAV Canada. C'est ça l'affaire, c'est que les tours cellulaires ont capté le téléphone de Normand Dubé. Et il se déplaçait pas mal plus vite que s'il était dans une voiture. Si on prend l'appareil qui est à Sainte-Anne-des-Plaines au décollage avec le téléphone cellulaire et que quelques minutes après, on le met sur une tour près de Hawkesbury, c'est impossible dans le laps de temps que ce soit un véhicule qui se déplace. Donc, on est capable, à plusieurs reprises, d'avoir le téléphone cellulaire qui suit exactement le trajet de l'appareil et qui se rapporte à des tours cellulaires à très, très proximité de l'appareil. Donc, on est en mesure, une autre pièce au casse-tête, de dire que le téléphone de M. Dubé est dans l'appareil. Est dans l'avion. Est dans l'avion. On ne met pas personne encore en arrière de l'appareil. Par contre, en examinant les appels puis les registres d'appels qu'il y a M. Dubé avec ses téléphones, on est en mesure de voir que M. Dubé a reçu des appels, mais a également fait des appels à sa boîte vocale et prend ses messages vocaux avec son code, son identification personnelle. Donc, on est en mesure de dire que derrière le téléphone, c'est M. Dubé. C'est une bonne présomption de dire que la personne qui compose le NIP personnel pour prendre des messages, c'est le propriétaire du téléphone. Ça, c'est un des points tournants de l'enquête. On arrivait à démontrer qu'un avion avait volé le 4 décembre 2014, que l'appareil avait survolé les 3 lignes qui ont été sabotées et qu'à 2 endroits, il y a eu un déclenchement au passage de l'avion. Mais il y a 2 éléments qui ont été plus difficiles à expliquer. L'objet, par exemple. Gros problème. Le même objet a été retrouvé par terre à 2 endroits, soit à Mirabel et à Bronxburg-Chatham, mais pas à Wentworth. Et l'autre élément, c'est comment expliquer qu'une ligne s'est déclenchée 13 heures plus tard après le passage de l'avion. On va y revenir. Oui, son téléphone était dans l'appareil. Oui, Normand Dubé se trouvait dans l'appareil. Mais est-ce que c'est lui qui était aux commandes de l'appareil? Maxime Landry connaît très bien la zone aérienne autour de Montréal pour avoir été reporter pendant 10 ans dans l'hélicoptère de TVA.
NAV Canada, dans le fond, c'est les tours de contrôle Montréal-Trudeau, Saint-Hubert, Mirabel. Et même avec ça, il n'y avait pas la preuve absolue, là. Il y avait encore des doutes. En fait, l'un des éléments qui a trahi Normand Dubé, ça a sorti au procès, c'est quand les policiers sont allés, non pas chez NAV Canada, mais sont allés chez Bell Hélicoptère. Ça a l'air banal, mais c'est un bon flash qu'ils ont eu. Parce que quand tu passes sur l'autoroute 15, l'autoroute des Laurentides, tu as la grosse usine. Puis il y a une espèce de grosse boule de golf blanche, là. Puis un petit tour de contrôle. Parce que Bell Hélicoptère a sa propre zone de contrôle aérien. Nous autres, quand on passe là, en hélico, il faut s'annoncer à Mirabel. Puis dans les heures normales de bureau, là, mettons entre 9 et 5, il faut que tu t'annonces à Bell Hélicoptère parce que tu es dans leur carré de sable. C'est là qu'ils testent leurs hélicos. Mais toutes leurs communications, comme une vraie tour de contrôle, sont enregistrées puis il y a un tracé radar. Fait que les policiers sont allés cogner chez NAV Canada puis ouais, pas tant concluant. Ouais, mais allez donc chez Bell. Chez Bell? Ben ouais, ils ont une tour de contrôle. Ah ouais? Souviens-toi, il y avait l'enregistrement vocal. Mm-hmm. T'entends le contrôleur de Bell Hélicoptère faire répéter au pilote, c'est bien telle lettre, telle lettre, telle lettre. Ouais, puis c'est Normand Dubé. Ah ben là, 1 + 1 font 2, là. Ouais, c'est l'identification de son avion. Exact. Avec vous. Et ça a été un élément important parce que là, t'es capable de dire, lui est passé là, à telle heure, à tel moment. Donc, Normand Dubé était physiquement au-dessus. T'sais, on sort de la preuve circonstancielle, là. En même temps, là, tu dis, ouais, mais il n'y a pas personne qui l'a vu. Mais non. Mais non. Vous avez dit Golf, Sierra, Novembre, Alpha? Affirmatif. Sierra, Novembre, Alpha. Affirmatif. J'ai un Cessna 172, je vais passer à votre gauche, monsieur. Il est 1 demi-mille au sud-sud-est de votre position, 1500 pieds. On l'a vu, Sierra, Novembre, Alpha. On aimerait traverser votre foyer en direction de la rivière des Milices. C'est bon, je vais d'autres trafic pour vous, je peux. Sierra, Novembre, Alpha, merci. Donc, on entend M. Dubé sur les conversations audio se rapportant lorsqu'il décolle de chez lui à la tour de Bell Hélicoptère. Donc, on entend M. Dubé avec sa voix très, très particulière mentionner ici Golf Sierra Novembre Alpha et identifie son appareil et se met derrière le volant, donc au contrôle de l'appareil. Donc, une autre pièce de casse-tête. Donc là, on est capable de dire que c'est l'avion qui a passé, que le téléphone est dedans, dans l'appareil. On est capable de dire que M. Dubé est derrière le téléphone, mais là, une étape de plus, on est capable de dire que M. Dubé est au contrôle de l'appareil. Fait qu'on on avance vraiment vers M. Dubé. Selon toutes les preuves recueillies par les enquêteurs, Normand Dubé était bien aux commandes de l'avion. Mais pourtant, il clame toujours son innocence et sa version des faits est bien différente. Alors qui a saboté les lignes si c'est pas lui? Si c'est lui, pour quelle raison il l'a fait? On parle quand même de méfaits qui sont encore classés sécurité nationale. Au fond, c'est qui Normand Dubé? Dans le prochain épisode, qui est Normand Dubé? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment dans toute cette histoire-là depuis les dernières années? Comment voulez-vous faire différemment? Moi, j'allais faire un tour d'avion. Pour me préparer pour partir en Floride, puis aller voir un hangar à Joliette pour me louer un hangar parce que mon agent d'assurance dit « Bon, voir à Joliette, il y a peut-être des hangars qui vont te louer pour 1 mois ou 2 pour que ton avion soit déneigé au lieu d'être dans le champ dans une tempête de neige, là, puis partir pour la Floride. Au moins, tu vas partir de Joliette dans un hangar chauffé sur une piste déneigée, puis là, tu vas pouvoir partir. » J'avais été voir ça à Joliette. Qu'est-ce que vous voulez faire de différent? L'enquête est menée par moi, Marie-Christine Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. La série est écrite, montée et réalisée par Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy, Ève Lévesque et Bastien Gagnon-Lafrance pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous voulez écouter le documentaire vidéo Le pilote des stars sur Normand Dubé, que j'ai réalisé avec ma collègue Ninon Pedneau en 2018 pour le bureau d'enquête de Québecor, allez sur cube.ca/vrai ou sur la plateforme Vrai pour les abonnés à Elix.